Président, Monsieur le modérateur, mes chers collègues, bonjour. Effectivement, je commence par cette communication concernant le volet organisation et système de mise en place de la formation pratique. Effectivement, je vais parler un peu de l'état des lieux, le contexte actuel, pour ensuite aller vers un projet. En temps de présentation se découpe en trois parties. Un état des lieux. Nous allons voir ensemble tout l'arsenal juridique qui est mis en place dans les nouveaux systèmes de formation, ainsi que l'arsenal juridique concernant les établissements qui soient de formation ou de santé. Ensuite, nous allons aller vers le contexte actuel par rapport au programme de formation, aux offres de formation licence professionnalisantes qui sont mises en place et les nouvelles qui seront mises en place pour l'année pédagogique 2013-2014, pour enfin aller vers le projet, discuter un peu parler de son objectif, de ses objectifs, des acteurs et enfin du déroulement. Alors les textes réglementaires et qui sont les instituts, effectivement, monsieur le professeur Arada avait parlé hier de réforme, de révolution, donc au niveau structurel et au niveau organisationnel de nos structures de formation. Nous avons connu donc quatre décrets qui ont été promulgués et un décret en voie de promulgation. Celui des INFSPM, celui des INSSF, celui des IFPM et le dernier, un avant-projet ou projet en voie de promulgation, celui de l'FPM de Leroy. Quand on parle de formation pratique, il est tout à fait clair de compter à deux, de parler partenaire et de ne pas parler strictement d'établissement de formation. Enfin, nous allons aussi voir tout ce qui est texte réglementaire qui régit nos établissements, c'est-à-dire les CHU, les EH, les EHU, les EHS, les EPSP et les EPH. Ce qui est très important à relever au niveau, quand on fait une étude ou bien quand on fait une lecture très très simple de ces différents décrets, c'est de relever qu'à chaque fois, le décret va nous dire que ces établissements participent à la formation et de facto, il va falloir réfléchir à des conventions de stage. État des lieux aussi par rapport au texte réglementaire qui va régir la double tutelle pédagogique. C'est vrai que le texte réglementaire qui régit la double tutelle pédagogique date de 1983. D'autres secteurs nous ont précédés, secteur de la culture, secteur de la jeunesse et des sports. Nous avons donc été concernés à partir de 2011. Alors, les textes réglementaires qui sont cette tutelle pédagogique, le premier texte, donc, c'est le texte relatif à la tutelle. Le deuxième texte, il va porter sur le statut type des établissements ou bien des INFS, les instituts de formation supérieure. Et ce qu'il va falloir relever par rapport à ce statut, c'est tout son organigramme, toute sa structure qui va se mettre en place à travers un conseil d'orientation, un conseil scientifique ou un conseil pédagogique. À travers ces conseils, je m'intéresse plus vers le conseil pédagogique qui va mettre en place des départements. Et là, vous allez voir tout à l'heure, la réflexion, c'est de porter un département dédié au stage. Et enfin, l'arrêté interministériel du 16 août 2012, lorsqu'on fait une lecture des écrits portant double tutelle pédagogique, il va nous parler de la commission sectorielle. Effectivement, l'arrêté interministériel concernant la double tutelle pédagogique qui lie notre ministère avec le ministère de l'enseignement supérieur a été promulgué le 16 août 2012. Donc, il a mis en place la commission sectorielle qui est représentée au niveau national par l'Institut de Florent, par l'Institut de Ouattara pour le Sud, par l'Institut de Constantine pour l'Est et l'Institut d'Alger pour le Centre. Parlons un peu, lorsqu'on parle de la double tutelle pédagogique, il va falloir automatiquement parler des offres de formation. M. Richard hier vous a présenté toutes les offres de formation ou les licences professionnalisantes qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Effectivement, nous en avons 8 et nous comptons, dès la prochaine rentrée pédagogique 2013-2014, enrichir encore les offres de formation à travers 5 autres offres de formation très très intéressantes, c'est-à-dire les appareils orthopédistes pour la filière éducation et adaptation, et enfin diététiciens de santé publique pour la même filière, hygiénistes de santé publique pour la filière médico-technique, et aussi préparateur en pharmacie, et pour terminer avec la prothèse dentaire. Statut particulier des paramédicaux de santé publique.
Nous avons parlé des structures, mais parlons aussi des hommes et des acteurs qui vont mettre en œuvre ce système de formation, ce nouveau système de formation qui concerne la formation pratique. Primo, le décret 1121 qui concerne le corps paramédical. Le corps, alors je pris juste un corps parce qu'il va se répéter à chaque fois. J'ai pris l'exemple du corps des infirmiers. À travers son article 41, 42, 41, 42, 43, on voit bien que les corps des infirmiers, ou le corps des préparateurs en pharmacie, ou le corps des manipulateurs en imagerie médicale, il nous dit très bien notre statut particulier, notre décret, et vous disent qu'ils doivent accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires, participer à la formation des paramédicaux, accueillir et organiser les étudiants, et stagiaires. De facto aussi, nous avons parlé pour la structure convention de stage, pour les hommes tuteurs de stage. État des lieux, statut particulier, toujours des paramédicaux, nous allons nous intéresser au corps des PEPM. L'article 233, concernant les tâches des PEPM, vous dit très très clair, assurer des enseignements théoriques et pratiques aux paramédicaux en formation initiale et continue, encadrer les étudiants et les stagiaires. Mieux encore, renforçons ce décret, l'arrêté du 24 mai 2012, qui va nous donner la répartition des volumes horaires, telle qu'elle, dans son article 12, le PEPM donc assure un enseignement hebdomadaire de 30 heures, réparti comme suit. Enseignement théorique, c'est-à-dire cours et TD, 8 heures, activités pédagogiques qui vont englober les réunions pédagogiques, les surveillances, les évaluations et enfin les encadrements des mémoires, 10 heures. Et la part du lien, c'est les enseignements pratiques, stage et TP, 12 heures. Toujours dans l'état des lieux, prenons l'exemple aussi qui va aussi se répéter pour le statut particulier des sages-femmes. On s'intéresse aux paramédicaux, mais il ne faut pas oublier aussi que nous avons trois instituts nationaux de formation de sages-femmes. Pareil aussi pour les sages-femmes. Dans l'article 24, parle aussi des tâches, accueillir, organiser l'encadrement. De facto aussi, les professionnels de terrain doivent jouer aussi leur rôle de tuteur de stage. Il est aussi identique pour le statut particulier des AMAR, des auxiliaires médicaux en anesthésieria, concernant aussi leurs tâches. Dans l'article 23, il parle d'accueillir, d'organiser l'encadrement des personnels, des étudiants, des stagiaires. De facto aussi, ils sont particulièrement dans la formation pratique à travers la fonction de tuteur de stage. Voici maintenant, je passe à une deuxième étape. Nous avons parlé de l'état des lieux et de tout l'arsenal juridique. Nous allons nous intéresser maintenant au contexte actuel. Nous avons parlé des 8 licences qui sont mises en place et nos étudiants aujourd'hui sont S2, en fin du cursus du L1, c'est-à-dire leur première année. Nous allons nous intéresser, ça c'est un tableau qui va nous donner une visibilité, une vision générale de la répartition des enseignements par volume horaire, une petite comparaison entre le volume horaire des enseignements théoriques et le volume horaire des enseignements pratiques. Lorsque je dis volume horaire théorique, ça va englober le cours, le TD, le travail perso. Bien sûr, pour la formation pratique, ça sera le stage plus le TP. Si on s'intéresse, on voit la première licence qui est la licence des infirmiers, un volume horaire de 3960. Pour le volume horaire de théorie, ça va représenter 2112, un pourcentage de 73%, avec une formation pratique et invasive de 1848, avec un pourcentage de 47%. Ce tableau est révélateur à travers l'élaboration de nos licences. Il va falloir, bien sûr, et c'est ça l'avantage des offres de formation, c'est que le réajustement peut se faire à tout moment en fin d'année, c'est-à-dire qu'on peut l'enrichir, on peut remodeler, on peut revoir. Et ici, ce que je peux tirer en conclusion, je vois qu'il y a 2 licences, effectivement, qui vraiment représentent la licence professionnalisante. C'est celle des manipulateurs radio d'imagerie médicale. On voit très très bien que la formation pratique prend une grande part avec 51% pour 49% pour les enseignements théoriques, et mieux encore celle des assistants médicaux avec 53% de formation pratique et 47% de formation théorique. Celle des sages-femmes aussi, elle est très bien équilibrée. Vous voyez très bien, la formation pratique représente à elle seule 55% des enseignements, alors que l'enseignement théorique ne représente que 47%. Le contexte actuel aussi, il va falloir voir les évaluations. Sachez une chose, que dans les licences professionnalisantes, lorsqu'on parlait de modules, mais on parle aujourd'hui de matière, une matière va se décliner en différents types d'enseignements. Il peut y avoir donc un enseignement théorique, c'est-à-dire le cours, il peut y avoir du TP, il peut y avoir du TD,
il y a automatiquement du travail perso et aussi les stages. Donc pour l'évaluation, on doit évaluer chaque élément de chaque matière. Ici, vous avez la proposition qui a été faite à travers le guide qui a été remis donc, depuis une dizaine de jours à l'ensemble de nos instituts. Des pondérations différentes, le P1 qui représente le cours, P2 travaux dirigés, P3 travaux pratiques, P4 travaux occasionnels et P5 stages. Effectivement, l'équipe qui a réfléchi, l'équipe qui a travaillé et l'équipe aussi qui a validé ce guide de stage a bien travaillé. On remarque dans la colonne 3, plutôt dans la ligne 3 et la ligne 4, lorsqu'on a du TP et du stage, si on fait la somme des deux, on voit aisément que la formation pratique est privilégiée dans l'évaluation. Mais la seule question à se poser, c'est que nos licences sont représentées par des crédits. Il va falloir réfléchir à son évaluation, c'est-à-dire impliquer le PEP1 et impliquer le formateur pour l'évaluation. Ne plus se contenter de l'évaluation qui doit être faite que seulement par le professionnel du terrain, mais ça doit se faire conjointement entre le professionnel du terrain et l'enseignant et le formateur. Le contexte actuel, dans l'accompagnement, alors ici nous voyons qu'il très bientôt, normalement au mois d'octobre, au mois de novembre, il va y avoir le démarrage de la formation des paramédicaux majeurs de santé publique et des paramédicaux en chef de santé publique. Dans leur cursus de formation, il va y avoir un module de pédagogie. Nous avons parlé de tuteur, et voilà, nous avons un tuteur privilégié, non seulement qui va jouer le rôle, mais qui va être formé pour. Deuxième, c'est la révision du programme de formation des PEPM qui va être enclenché prochainement. À travers, nous avons essayé de passer de la PPO, c'est-à-dire une pédagogie centrée sur les objectifs, vers la PPC, donc vers une pédagogie par compétence, et aussi essayer d'inclure l'analyse des pratiques professionnelles pour essayer d'induire cette professionnalisation du métier. Il y a aussi un autre accompagnement, c'est la mobilisation des professionnels de terrain et des PEPM. Lorsqu'on parle de révolution, effectivement, il faut aussi parler de mobilisation de tous les acteurs. Le projet en lui-même qu'on va proposer, c'est un projet qui va essayer, beaucoup d'ambition, c'est d'améliorer la qualité du dispositif d'encadrement des étudiants et stagiaires à travers un projet pédagogique par la mise en place d'un partenariat collaboratif entre les PEPM et les professionnels de terrain à travers la communication, à travers l'encadrement, le suivi et bien sûr l'évaluation. La responsabilisation des étudiants et stagiaires dans leur formation pratique, devoirs et droits. La construction et la mise en place des outils instruments d'organisation et de gestion de la formation pratique, c'est ce que nous allons voir à travers ces 2 journées. Certains de nos collègues vont nous présenter des portfolios, ils vont nous parler de l'analyse des pratiques, ils vont parler du système d'alternance. Tous ces outils ne peuvent se mettre en place que si et seulement si nous allons préparer un terrain favorable. Enfin, la mise en place d'un système d'information, de gestion et de suivi de stage, il faut qu'on ait cette visibilité à tout moment, savoir où sont nos stagiaires, savoir quels sont les terrains de stage de référence. Les acteurs, la direction de la formation, à travers le ministère de la Santé, l'Institut national pédagogique de la formation paramédicale, l'ensemble des instituts, qu'ils soient INFSPM, INSSF ou IAPM, et bien sûr, le collaborateur privilégié, les établissements de santé, à travers les différents établissements. Le projet, son déroulement, tout d'abord procéder par étapes, installation des groupes de pilotage qui doit se faire vers septembre 2013, réunion au niveau local, au niveau de nos instituts, à partir d'octobre, entre octobre et novembre 2013, qui va participer à ces réunions, les instituts de formation, les établissements d'accueil et bien sûr notre étudiant. 3 rencontres régionales, MSPRH, INPRP, Institut de formation, vers le mois de décembre 2013, et le moment choisi, ça sera pendant les vacances scolaires. Une conférence nationale regroupant le ministère de la Santé, l'INPRP, les instituts de formation et les établissements d'accueil, sans oublier le partenaire social qui doit aussi donner la légitimité et une représentativité du corps enseignant. Une formation professionnalisante doit être en lien avec les exigences du terrain. Conclusion, nécessité de renforcer donc le partenariat entre PEPM, professionnels de terrain pour la professionnalisation des étudiants et stagiaires, mise en place d'une démarche qualité de la formation d'alternance contre l'évaluation, restructuration organisationnelle par la création du département du stage. Il est hors de question de laisser une responsabilité
par rapport à notre organisation aujourd'hui, qui met en place un directeur des études et des stages. Le stage est une partie très importante. Si on veut l'améliorer, il va falloir créer un département de stage qui s'occupera de la gestion de ça. Les terrains de stage aussi, c'est un autre lieu de la formation. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc à l'atelier qui aura lieu